Dans l'actualité du 13h15, incendie au marché de Tampuy-Nabriaga. Les dégâts sont énormes. Le gouvernement exprime sa compassion. Et puis au Nigeria, l'étau se resserre sur Boko Haram, pris en tenaille par l'armée nigériane, tchadienne et nigérienne. Est-ce du pain béni pour Goodluck Jonathan qui espère se faire réélire? Réponse dans ce journal. En page entretien, je recevrai pour vous le professeur Augustin Loada, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Il vient nous parler des réformes en cours dans son département. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Je le disais, une partie du marché de Tampuy-Nabriaga est partie en flammes. Des dégâts sont énormes. Des céréales et diverses marchandises sont parties dans les fumées. Alertés, les sapeurs-pompiers ont intervenu et ont pu maîtriser l'incendie. Un incendie qui, selon les témoignages recueillis sur place, est causé par des cambrioleurs. Des membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux pour témoigner la compassion du gouvernement aux victimes. Nous reviendrons sur cette information plus largement dans nos prochaines éditions. En fait, le carnet d'audience du président du Faso, Michel Kafando, a reçu hier une délégation du barreau burkinabé. Le directeur pays de plan Burkina, une délégation de l'UPC. Les entretiens ont porté sur la fiscalité pour plan Burkina et juste une visite de courtoisie avec l'UPC. On fait le point complet avec Adama Koulibaly. Le Conseil de l'ordre des avocats a été le premier hôte du président du Faso ce 13 mars au palais de Kosiam. La rentrée solennelle du barreau placée sous la présidence du chef de l'État a fait partie des questions abordées au cours de cet entretien. Un des points marquants a aussi été la question de recrutement et de formation des avocats qui actuellement fait couler beaucoup d'encre. Nous avons sollicité cette audience auprès de son Excellence le président de la transition. D'abord pour une visite de courtoisie et lui présenter également les membres du Conseil de l'ordre qui dirigent le barreau et surtout également évoquer avec son Excellence la rentrée solennelle 2015 du barreau du Burkina Faso qui aura lieu les 19, 20, 21 mars. Comme vous le savez, cette rentrée est placée sous son très haut patronage en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. C'était important d'expliquer à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui connaît parfaitement le dossier. Quel est le problème au Burkina? Depuis 2000, il y a une loi qui réglemente la profession d'avocat. Et c'est cette loi qui a prévu la création d'un centre de formation professionnelle. Parce que nous sommes une profession qui n'a pas de formation en tant que telle. Quand vous prenez par exemple les magistrats, ils vont faire 2 années à l'ENA en tant qu'auditeurs de justice. Les avocats passent un examen et ils vont dans les cabinets, ils exercent. C'est une anomalie inacceptable dans notre pays. À la suite de l'ordre des avocats, c'est le directeur pays de plan international Burkina qui a été reçu. La coopération entre cette structure et notre pays était la substance de cette audience, marquée par une question de fiscalité entre les deux parties. On avait différents problèmes pour payer des impôts, surtout le TVA. Ici, au Burkina Faso, depuis 2 ans, ce problème continue. On a demandé son conseil, il a donné de bons conseils et beaucoup d'encouragements. Je crois notre problème sera au moins partiellement résolu dans le prochain avenir. L'UPC, Union pour le progrès et le changement, a clos cette série d'audiences sur fond de visite de courtoisie. La situation politique nationale a été évoquée et concernant les actions de l'ex-parti majoritaire, l'UPC a son avis. C'est une visite de courtoisie que l'UPC a rendue à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et qui rentre dans le cadre d'un certain nombre de contacts de courtoisie que notre parti, acteur de la vie politique nationale, a jugé utile d'entreprendre. Bien entendu, il s'est agi de la situation nationale
Et c'était l'occasion pour notre parti de réaffirmer son soutien au président donc, de la transition et son soutien à l'ensemble du processus de la transition. Notre parti est un parti qui est attaché aux lois et règlements de la République. S'il y a des agissements d'individus qui vont contre donc, ces dispositions-là, il est clair qu'il faut que des décisions soient prises. Mais ça, il faut le faire au cas par cas, en fonction de ce que chacun a posé comme acte. Et notre code électoral et notre loi est suffisamment explicite en la matière. Des audiences qui avaient toutes en toile de fond des questions sur la vie actuelle de la nation. De son côté, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a reçu dans l'après-midi d'hier l'ambassadeur d'Égypte au Burkina. Avec le diplomate égyptien Yacouba Isaac Zida a évoqué relations bilatérales entre les deux pays et surtout la 4e édition du festival de Luxor. L'ambassadeur égyptien est venu remettre une invitation officielle du Burkina à ce festival. On écoute Hicham Mohamed Nagui à sa sortie d'audience. Ils ont abordé la question des relations bilatérales entre les deux pays et comment les renforcer. Aussi, on a parlé des échanges d'expériences dans plusieurs domaines, tout ce qui vient pour le domaine fructueux entre les deux pays. On a abordé aussi des questions concernant l'économie et la lutte contre le terrorisme. Tout ce qui concerne la coopération dans le domaine des entreprises et l'économie. On a aussi parlé des affaires culturelles. Le Burkina va être l'invité d'honneur pour le festival du Luxor, un festival qui doit se tenir très prochainement. Nous soutenons cette transition. L'Égypte soutient le Burkina et elle soutiendra aussi les élections à venir. Hicham Mohamed Nagui, interrogé par Aruna Maré à sa sortie d'audience. À Koudougou, le ministère de la fonction publique organise une relecture des projets de communiqué d'ouverture des concours professionnels de la session 2015. Cette relecture vise surtout à apporter des amendements au texte et recueillir une adhésion plus large. Jonas Wemba sur place à Koudougou. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale ouvre pour cette année 2015 143 concours professionnels. Et il a reçu dans ce sens le quitus du Conseil des ministres du mercredi 11 mars dernier. Réunis ici à Koudougou, les directeurs des ressources humaines des ministères et les directeurs régionaux de la fonction publique se penchent déjà sur les textes du communiqué d'ouverture de ces concours. Il s'agit de relire les communiqués d'ouverture des concours professionnels de manière à s'assurer que ces communiqués-là sont bien rédigés, prennent en compte tous les éléments qu'il faut pour que les candidats aient toutes les informations qu'il faut pour leur permettre de composer et déposer leur dossier en toute sérénité. Et dans cette perspective-là, nous avons estimé qu'il était important que tous les acteurs de la chaîne puissent participer de manière à ce que chacun puisse apporter son input pour que ce résultat-là soit atteint. La présente démarche, initiée par l'Agence générale de recrutement de l'État, répond donc au souci de toujours parfaire l'organisation des concours au Burkina Faso. Et le défi pour cette session de 2015 est de parvenir, selon Augustin Loada, à zéro fraude, zéro dysfonctionnement dans le processus organisationnel. On en vient à présent à la page entretien de ce journal. Je le disais en titre, je reçois le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, le professeur Augustin Loada. Bonjour au professeur. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Nous parlons de concours de la fonction publique, mais aussi d'un certain nombre de réformes en cours dans votre département. D'abord sur les concours professionnels de 2015, on l'a vu cette année encore, les concours sont lancés dans combien de domaines? Une centaine de domaines, plus d'une centaine de domaines, donc je n'ai pas le chiffre exact, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des concours professionnels, il y aura plus de 4078 postes qui seront en compétition. Et donc, c'est une activité très importante pour le ministère de la fonction publique, en charge de la fonction publique. Il y a aussi les concours professionnels, les concours directs qui viendront plus tard. Compte tenu de la pression sur la jeunesse, en particulier en quête de l'emploi, nous savons que c'est un sujet très sensible
que nous essayons de traiter avec le maximum de délicatesse. Et vous mettez tout en œuvre pour éviter les fraudes à ces concours, certainement. Disons que notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte que ces concours-là soient organisés dans la transparence et dans l'équité. Et nous avons dit à nos collaborateurs que nous aimerions que ce résultat que nous avons fixé là soit atteint. Bien entendu, il s'agit d'une activité humaine qui met aux prises des milliers de personnes, non seulement ceux qui composent les sujets, ceux qui les administrent, ceux qui surveillent les épreuves, ceux qui les corrigent. Il y a aussi les agents de sécurité qui permettent en tout cas d'assurer la sécurisation de l'organisation. Bref, il y a des milliers d'acteurs qui interviennent dans la chaîne et c'est important que chacun soit responsabilisé pour que nous puissions atteindre ce résultat-là. Il y a également un autre sujet qui fait débat dans votre département, c'est la relecture de la loi 013. Où en est-on actuellement? Disons que c'est un processus qui a commencé depuis plusieurs années et nous avons essayé d'accélérer ce processus-là. Il se trouve que le comité qui est chargé de la relecture de cette loi 013 était arrivé à une sorte d'impasse et donc a demandé l'orientation du gouvernement sur un certain nombre de points. Et c'est ce qui s'est passé la semaine passée, il y a une semaine de cela, un conseil de cabinet réuni autour du Premier ministre et autour d'un certain nombre de ministres compétents s'est penché sur ces questions-là. Et donc le conseil a examiné ces différents points et a donné des orientations de manière à ce que le comité puisse reprendre ses travaux. Et donc nous prévoyons que ce comité-là puisse redémarrer le processus de relecture de la loi 013 à partir de ce mois de mars et nous prévoyons 6 à 7 mois pour boucler l'ensemble de ce processus-là et qui sera bien entendu participatif parce que les partenaires sociaux ont leur mot à dire et donc je sais que beaucoup de gens sont en attente, beaucoup de gens sont pressés, mais il nous faut aller lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, déjà la loi 013, juste pour comprendre, c'est la loi concernant la réforme de la fonction publique au Burkina. Oui, c'est en gros la loi qui régit à la fois les agents publics et les fonctionnaires en particulier dans notre pays. Et pour les changements proposés, il s'agit de faire quoi exactement? Est-ce qu'il faut peut-être revoir les catégorisations dans la fonction publique? Il faut revoir le mode de recrutement? Il faut revoir certainement comment faire en sorte que il n'y ait pas une certaine disparité entre les agents de la fonction publique contractuelle et fonctionnaires? Bon, disons que cette loi est en vigueur depuis 1998. Il y a eu beaucoup d'acquis au niveau de cette loi, mais dans la pratique, il y a des imperfections qui ont été notées et il s'agit de corriger justement ces lacunes qui ont été observées à la faveur de la mise en œuvre de cette loi-là. Et je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une lettre de la part d'un groupe de fonctionnaires qui travaillent dans le nord du pays et qui posait un problème récurrent, régulièrement interpellé, la disparité qui existe entre les contractuels et les fonctionnaires. C'est un souci qui a été pris en compte par le comité de relecture. Donc, en principe, cette disparité-là, nous allons travailler à la corriger. Mais comme nous avons dit, c'est un processus que nous voulons participatif et donc nous allons prendre le temps d'associer les différents partenaires sociaux et c'est un point qui sera corrigé, je dois les rassurer sur ce point-là. Et parlant de partenaires sociaux, l'année dernière, la rencontre syndicat-gouvernement s'est achevée en queue de poisson. On a eu une nouvelle équipe après les événements de fin octobre 2014. Ça veut dire que les choses vont mieux se passer cette année. Bon, tout dépend de nos partenaires sociaux. Naturellement, du côté du gouvernement, il y a une disponibilité à dialoguer. C'est une des priorités du département. Travailler à promouvoir le dialogue social, à maintenir le contact avec les partenaires sociaux. Mais vous savez que les partenaires sociaux, c'est pas tellement ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est surtout des mesures concrètes pour améliorer la vie, je dirais, des travailleurs. Et naturellement, tout dépend du contexte, je dirais, économique, parce que l'équipe qui est là a trouvé un contexte, je dirais, économique et financier extrêmement difficile. Je crois que notre collègue de l'économie et des finances a eu à s'exprimer là-dessus.
il y a des contraintes financières et il ne faut pas se voiler la face. Les finances publiques au Burkina Faso ne se portent pas bien. En tout cas, les conditions dans lesquelles cette équipe-là doit s'attaquer, je dirais, aux problèmes des travailleurs, ce sont des conditions extrêmement difficiles, je dirais même plus difficiles que celles qui étaient en place. Et naturellement, en fonction des moyens qui sont disponibles, nous allons essayer de résoudre les préoccupations des travailleurs. Je crois que c'est un souci du gouvernement. Et donc, en fonction des ressources qui sont mises à notre disposition, nous essayons de travailler à promouvoir, en tout cas, les intérêts des travailleurs. Professeur, il y a aussi, toujours sur le front social, une récurrence de crise sociale ces derniers temps dans plusieurs entreprises et sociétés de notre pays. Beaucoup de revendications de part et d'autre. Comment y faire face? Oui, c'est également un constat que nous avons pu établir depuis effectivement l'insurrection. Il y a des formes, je dirais, protestataires qui nous posent, je dirais, un certain nombre de problèmes. Bien le droit de s'exprimer. Les travailleurs ont le droit de s'exprimer, libertés qui leur sont reconnues par la Constitution. Et je crois que c'est un souci pour le gouvernement de garantir ces libertés-là aux individus et aux groupements. C'est pour cela que les gens peuvent s'exprimer librement. Mais nous disons aussi que ces libertés qui sont reconnues par notre Constitution, elles doivent, je dirais, être exercées en toute responsabilité. Lorsque, par exemple, nous constatons que ces formes protestataires qui sont tout à fait normales dans un régime démocratique s'accompagnent aussi de violence, de déprédation. Nous disons les premiers à payer les pots cassés, ce sont les travailleurs. Et donc c'est important que on puisse revendiquer, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse protester en respectant un certain nombre de formes instituées, notamment le dialogue, comme je dirais, comme mécanisme premier de résolution des conflits. Et ensuite, si le dialogue ne fonctionne pas, on peut imaginer d'autres formes d'expression qui sont reconnues par la Constitution, par les lois, mais qui ne contribuent pas à tuer, je dirais, la poule aux œufs d'or. Parce que ce qui va se passer, c'est que si les travailleurs paralysent les entreprises, la santé économique et financière des entreprises va s'aggraver et les premiers à payer, je dirais, ce sont les travailleurs. Donc c'est important que le dialogue social puisse se maintenir pour résoudre un certain nombre de difficultés. Et c'est l'une des préoccupations de notre département. Lorsqu'il y a des conflits qui éclatent ça et là, les inspecteurs de travail qui opèrent dans les différentes régions ont pour mission de contribuer à ressouder les morceaux, à mettre ensemble les travailleurs et les employeurs pour essayer de trouver des solutions pacifiques. Puisque plus rien ne sera comme avant, comme on l'entend peut-être communément, certainement que le dialogue que vous proposiez, que vous preniez, doit se... Et pourquoi ? Non, avec les protagonistes, dans un conflit, il y a toujours des parties prenantes. Il y a ceux qui pensent peut-être dans les entreprises et même d'une manière générale dans notre pays, il y a ceux qui pensent que leurs intérêts sont lésés, ne sont pas pris en compte. Et naturellement, c'est tout à fait important dans un régime démocratique que ce point de vue-là soit pris en compte. Et donc, le dialogue social, c'est la meilleure façon de résoudre de manière pacifique les conflits qui s'élèvent. Et donc, dans les entreprises, ce sont généralement les travailleurs et les employeurs. Nous disons au niveau du ministère en charge du travail que notre mission, c'est de mettre ensemble les deux protagonistes de manière à ce que, dans le dialogue, on puisse trouver des solutions. Pour sa part, le gouvernement, en tant qu'employeur, s'attache également à dialoguer avec ses partenaires sociaux que sont les syndicats. Mais le seul problème, je pense, dans ce que nous sommes en train de faire, ce sont les contraintes qui sont objectives. Il n'y a aucun gouvernement qui refuse, en tout cas pas celui-là, moi, les intérêts des travailleurs, de prendre en compte la souffrance des travailleurs. Mais comme je l'ai dit, tout dépend de l'économique. Et je pense que dans ce pays, on ne met pas suffisamment l'accent sur l'économique. Et c'est important que la machine économique redémarre, que nous créions un environnement qui permette en tout cas à ceux qui ont de l'argent à investir dans ce pays-là, d'investir non seulement les investisseurs nationaux, mais aussi les investisseurs étrangers. Parce que ce n'est pas la fonction publique seule qui va créer les emplois. Il faut aussi que le secteur privé joue son travail et c'est important que chacun puisse jouer sa partition. Il y a un autre sujet, la question de l'assurance maladie qui a connu des fortunes diverses au Burkina. On le sait, des pays comme le Gabon ou la Côte d'Ivoire sont très avancés. L'année dernière, tout avait été mis en œuvre pour l'application effective de cette disposition-là. Mais au jour d'aujourd'hui,
on a comme l'impression qu'on n'en parle plus. Si, nous en avons parlé en Conseil des ministres. C'est un travail qui a commencé depuis longtemps. Sur le plan juridique, je dirais que tout était presque prêt. Effectivement, le Parlement précédent s'apprêtait à voter la loi. Avec ce qui s'est passé fin octobre, ça n'a pas été possible. Mais je crois que la réflexion est suffisamment avancée sur la mise en place des instruments juridiques. Il reste quand même quelques points à régler, notamment le financement. Si pour le secteur formel, les travailleurs du secteur formel, cela ne pose pas de problème. Qu'en est-il par exemple de ceux qui travaillent dans le secteur informel? Qu'en est-il par exemple des paysans? Puisque l'ambition c'est de couvrir progressivement la population. C'est pour cela que nous parlons d'assurance universelle. Donc il y a des réflexions et puis des initiatives à prendre aussi pour assurer le financement de l'assurance maladie. Il y a la disponibilité des partenaires au développement du Burkina Faso, mais c'est important également que les Burkinabés puissent trouver à l'intérieur des ressources, je dirais, internes pour financer l'assurance maladie. Et c'est là où l'expérience des mutuelles sociales peut être capitalisée. Et je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, en tout cas au niveau des instruments juridiques. Le travail, les instruments prévoient un arrimage des mutuelles sociales au système qui sera mis en place par l'État. Et donc, il y a toute cette expérience au niveau des mutuelles que nous voulons capitaliser de manière à prendre en compte non seulement le secteur formel, mais aussi d'autres secteurs comme par exemple le secteur de l'agriculture, du commerce, etc. On va juste terminer cet entretien, professeur, par cette question de l'harmonisation de la formation dans les écoles professionnelles au Burkina. D'aucuns l'ont demandé. Est-ce que c'est un processus en cours ou bien l'espoir est en pointillé? Oui, bon, effectivement, on a constaté des disparités dans la durée de la formation des agents publics, des fonctionnaires au niveau de certaines écoles. Dans certaines écoles, c'est 18 mois, d'autres 2 ans, etc. Il y a effectivement une recommandation de, je crois, l'Assemblée générale des établissements publics qui a demandé à ce qu'on harmonise. Mais ce n'est pas un travail qui est simple. On ne peut pas le décréter puisque, à supposer même qu'on se mette d'accord sur la mise en œuvre de ce principe, il va falloir travailler à harmoniser les programmes de formation. Et donc, ce qui était prévu en 2 ans, il va falloir le réduire, par exemple, à 18 mois. Et c'est tout un travail, intellectuel qui doit être fait avec les enseignants, avec les directions des écoles, qui doit tenir compte aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un système qui est parfaitement intégré au niveau de l'UMOA, au niveau, même du monde. Donc, il ne faut pas que nous adoptions, des durées de formation qui seraient en décalage, par exemple, avec ce qui se fait dans la sous-région, puisque nous évoluons ensemble. Donc, c'est un travail qui est extrêmement complexe. Je crois qu'il est en cours au niveau du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Nous avons un secrétariat qui est chargé de la coordination des écoles professionnelles et qui est en train de faire ce travail-là. Et donc, il est en cours et je ne peux pas vous prédire exactement quand est-ce que ce travail va prendre fin parce qu'il est extrêmement complexe. C'est pas seulement le ministère qui est en jeu, c'est aussi les établissements publics. Il y a aussi tout ce travail que nous devons réaliser en tenant compte de ce qui se passe à l'extérieur du pays. Ok, on le voit, beaucoup de défis pour le ministère en charge de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Merci à vous, professeur, d'être venu répondre à nos questions. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, nous allons en politique. Le PDS METBA tient une assemblée générale à Gawa, dans le sud-est du Burkina. Ce 9 mars, le parti de feu Arba Diallo, à travers cette assemblée générale, est allé expliquer la situation politique post-insurrectionnelle à ses militants du sud-ouest. Issaka Nana, sur place à Gawa. Mahama Bonkongu, à la rencontre des structures de base du Parti pour la démocratie et le socialisme, parti des bâtisseurs PDS METBA dans le Poni. Objectif, redynamiser ses militants en vue des prochaines échéances électorales. On a rencontré une longue léthargie. Donc la machine, il faut que nous la remettons à l'œuvre. Et le troisième point, c'est les recommandations de part et d'autre, aussi bien du Bureau national que de la base en vue d'une redynamisation pour faire face aux élections à venir. D'où ces échanges à bâton rompu avec les responsables des structures à la base du PDS METBA ici présents. Tous promettent de s'y mettre
pour plus de rayonnement du parti de feu Ama Arba Diallo dans la province du Poni. On va tenter de relancer la communication et restructurer les partis, les sous-sections des partis dans les départements, les sous-sections dans les villages et même dans la ville de Gawa. Voilà, c'est ce que nous comptons faire. Avec ce message qu'ils viennent de nous donner, franchement, c'est très content. Si chacun de nous peut au moins se battre, franchement, on ne peut pas les honner de ça. Un espoir nourrit que les choses iront nettement mieux, mais avant, invite a été lancé à l'ensemble des militants et sympathisants à se faire délivrer un extrait d'acte de naissance en vue de s'enrôler massivement sur les listes électorales pour porter haut le flambeau du PDS Metba aux sorties des élections à venir au pays des hommes intègres. De son côté, l'ADF-RDA continue sa campagne de demande de pardon à travers le Burkina Faso. Ce 4 mars, le président du parti était à Gawa, dans le sud-ouest. Il a rencontré les autorités religieuses coutumières de la localité. Christophe Da, sur place à Gawa pour le compte-rendu. L'ADF-RDA fait son mea culpa devant les autorités coutumières et religieuses de Gawa. À la tête d'une importante délégation, Gilbert Noël Ouedraogo a débuté sa tournée chez le chef de canton avant de se rendre respectivement chez les responsables des communautés protestantes et musulmanes et enfin au diocèse pour croiser l'évêque. Partout où il est passé, le message du président du parti de l'Éléphant a été le même. Le message, c'est un message de demande de pardon pour la réconciliation des fils et des filles du Burkina Faso. Que nous puissions tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé dans notre pays les 30 et 31 octobre. Et en tirant les leçons, que nous puissions tous avoir une attitude d'humilité, une attitude qui est celle qui appelle à l'apaisement des cœurs. Dans cette tournée dite de pardon, les rencontres sont sommaires et les échanges directs. Les interlocuteurs se sont tout de même accordés sur un point, la nécessité pour chaque citoyen du Burkina de s'investir pour le pardon, la paix et la réconciliation après les douloureux événements d'octobre dernier. Il est prêt à accorder son soutien et à soutenir donc toutes les initiatives en faveur de cette paix, de cette cohésion. Mais toute autre action qui va à l'encontre de la paix, de la cohésion sociale, personne ne peut et ne doit compter sur lui. S'humilier pour demander pardon à son prochain est la marque des grands hommes. Et nous ferons en sorte que ce message-là de paix, de réconciliation et de pardon, de retenter dans toutes nos églises. Sera porté au roi Gandoubiré par Gilbert Noël Ouedraogo et sa délégation à la dernière étape de leur tournée à politique au sud-ouest. Les questions politiques, elles, sont reléguées au second plan selon le président qui a d'ailleurs déclaré que son parti se consacrait pour l'heure à cet exercice social. Environnement à présent, les agents des eaux et forêts viennent d'arrêter une vingtaine de camions transportant illégalement du bois de chauffe et du charbon de bois. Ce samedi 14 mars, les auteurs ont été présentés à la presse. Par ces actions, les services de l'environnement souhaitent attirer l'attention sur les nombreuses infractions à la réglementation en vigueur. Si Sylvestre Da, Adama Koulibaly. 19 camions chargés de bois et 4 de charbon ont été saisis au cours de l'opération menée dans la ville de Ouagadougou par les agents des eaux et forêts. Des tricycles chargés de bois, 2 camions transportant du poisson et des oiseaux sauvages ont également été saisis. L'opération a duré une semaine et a consisté au contrôle et à la surveillance de l'exploitation des produits forestiers, fauniques et halieutiques d'une part, et d'autre part au contrôle de l'acheminement de ces produits dans la capitale burkinabé. Avant d'aller charger, ils doivent se munir d'abord des papiers qui les autorisent. Mais les gars, ils vont chercher le produit, ils viennent, ils n'ont pas ces papiers. Essentiellement, c'est surtout le papier, les permis de dépôt qu'ils n'en possèdent pas. Alors que quand tu ne peux pas venir à Ouagadougou déposer le charbon ou bien le bois sans avoir les permis de dépôt. Et la deuxième chose, la plupart ont des agréments qui datent de 2010-2012. On note en outre le non-respect de la charge utile réglementaire et le trafic de bois issu d'espèces protégées telles que le karité. Certains camions transportent du bois frais ou encore du bois et du charbon en même temps, des pratiques qui sont interdites. Il y a des transactions qu'ils doivent payer et se munir maintenant des papiers et pouvoir aller continuer leur commerce. Selon l'article 5 qui condamne l'infraction, c'est de 10 000 à 2 millions
ou bien d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Les produits qui ne feront pas l'objet de transactions vont être valorisés par le ministère en charge de l'environnement. Ils pourront être remis à des structures sociales ou vendus au profit du trésor public. Les opérations de contrôle, elles, vont se répéter à Ouagadougou et à travers le pays. Il s'agit d'amener l'ensemble des acteurs à exercer leurs activités dans la légalité. Le protocole de Nagoya a expliqué aux journalistes. Le protocole de Nagoya concerne l'exploitation des ressources génétiques. Le ministère de l'Environnement qui a voulu cette rencontre d'immersion avec les hommes de presse se veut plus explicatif. Karim Patrick Namwano, Irène Wango. Ces hommes de médias prennent part à une formation sur l'intérêt du protocole de Nagoya relatif à l'accès aux ressources génétiques. Ce protocole a pour objectif principal de faire connaître les avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques. Cet atelier a été organisé dans le but d'informer les journalistes sur les objectifs et les attentes de ce protocole. Il faut nécessairement que les acteurs soient informés. Il y a un cadre réglementaire qui doit être mis en place, il y a un cadre institutionnel qui doit être mis en place et des outils en fait de mise en œuvre tels que la stratégie de valorisation des ressources, telle que une stratégie de communication qui doit être élaborée. Et pour cela, il faut que les acteurs soient informés. Et pour nous, les médias, c'est un des acteurs privilégiés parce qu'il va permettre de relayer l'information auprès des populations. C'est la raison d'être pour cet atelier. Le Burkina Faso est le 29e pays au monde à avoir ratifié ce traité international. La finalité de cette rencontre est d'offrir aux hommes de médias l'occasion de s'approprier le protocole afin de relayer son contenu auprès de la population. Cinéma à présent, dire non franchement, c'est le titre d'un film que nous prépare un jeune réalisateur burkinabé. Ibrahim Sougrinoma Gigma est journaliste et réalisateur de films documentaires. Dire non franchement est sa première œuvre de fiction, une œuvre de sensibilisation des jeunes sur des comportements sexuels responsables. Le clap de lancement est intervenu ce 12 mars à Ouagadougou. Le film a le soutien du RAJS, le réseau africain Jeunesse, Santé et Développement. Aruna Maré et Léonore Yerbanga. Le RAJS, le réseau africain Jeunesse, Santé et Développement, franchit une autre étape dans la lutte contre les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles. Ce clap de lancement marque le début du tournage du film Dire non franchement, le tout premier court-métrage de 26 minutes produit par cette ONG. Dans nos établissements, hors de nos établissements, que ce soit en campagne, que ce soit en ville, nous assistons de plus en plus à des comportements chez les jeunes, des comportements qui entraînent, n'est-ce pas, des conséquences parfois douloureuses, comme les grossesses non désirées. Ce phénomène constitue, n'est-ce pas, un handicap assez sérieux pour l'épanouissement de ces jeunes-là, pour le bien-être de la nation. C'est en cela que nous avons décidé de réaliser un film de sensibilisation en direction des jeunes du milieu scolaire, en direction des jeunes du milieu non scolaire, afin qu'ils puissent, dans le cadre de la pratique de l'acte sexuel, savoir prendre la bonne décision. L'histoire du film gravite autour de l'amour scolaire aux conséquences dramatiques entre deux élèves, Omar et Zahia. Je suis avec une équipe composée de jeunes sortis des écoles et des institutions, avec des compétences dans des métiers du cinéma et qui ne cherchent qu'à s'exprimer. Alors là, toute l'équipe est motivée et nous pensons que la mission qui nous est demandée, c'est d'abord une passion pour nous et nous pensons que nous allons réussir à effectivement porter le message qu'on veut à travers le cinéma. Une vingtaine de millions de francs CFA, c'est le budget alloué à la réalisation et à la diffusion de ce film pour des séances de sensibilisation.
Entre le cinéma et la littérature existe l'écriture, le synopsis par exemple. Et nous parlons à présent littérature avec l'Institut Olvido à Waiguya qui a organisé en 2014 un concours littéraire pour les jeunes écrivains burkinabés. Ce concours qui est à sa première édition a pour objectif de promouvoir la littérature au Burkina Faso. Les résultats du concours ont été présentés au public ce jeudi 12 mars à Waiguya. Valentin Mano, Alidou Sawadogo sur place à Waiguya. Voici les heureux gagnants de ce concours littéraire. Il est organisé par l'Institut Olvido au profit des jeunes burkinabés ayant 30 ans maximum. Olvido est un institut de culture et de formation. Le roman court et la poésie sont les genres qui ont en compétition. C'est les critères qui sont reconnus de tous comme étant ceux, par exemple, de la nouvelle. La nouvelle, par exemple, c'est un genre dont l'histoire ne doit pas s'étaler sur un long temps. Et également, nous avons veillé à ce que ces nouvelles-là intègrent beaucoup de considérations littéraires. Plus de 100 candidats ont pris part à ce concours, mais seulement 20 écrits ont été sélectionnés pour la phase finale. À l'issue de cette compétition, 7 lauréats ont été retenus. Je suis très contente, mais surtout très fière parce que c'était la première fois pour moi de participer à un concours et en même temps je gagne. Donc ça me donne l'envie de continuer. J'aime beaucoup la lecture et quand on te récompense comme ça, tu sens que ton travail n'est pas vain et que quelque part il y a au moins des gens qui reconnaissent que tu fais des efforts et ça te donne le courage de continuer. Ce concours littéraire intervient dans un contexte où les jeunes s'intéressent de moins en moins à la littérature. Pour les organisateurs, c'est un tremplin pour les futurs écrivains. Les objectifs que nous recherchons en organisant ce concours de littérature Olvido, c'est amener la jeunesse à s'impliquer davantage dans la lecture. Et nous sommes très contents parce que tous ces jeunes qui ont écrit, qui ont postulé à ce concours, ce sont des personnes qui ont compris le sens et la valeur de la littérature et on souhaite vraiment que par ce concours, d'autres jeunes s'intéressent davantage et que effectivement par cela, la jeunesse burkinabé aille de l'avant. En plus de ces lots, les lauréats bénéficient d'une publication de leurs œuvres en français et en espagnol et d'un abonnement annuel à la bibliothèque Olvido. Le haut-commissaire de la province d'Yatenga, représentant le gouverneur, a donné le top départ de l'édition 2015. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.